Résidence secondaire, un rêve inaccessible, pas forcément. Depuis le début de la crise, le nombre de Belges qui en possèdent une est en constante augmentation. 85 000 à la côte. À l'étranger, des pays comme l'Espagne ou encore le Portugal attirent de plus en plus. La raison, eh bien, elle est simple, les prix ont fortement baissé. Alors, placement intéressant, risqué ou pas? On va voir cela en détail avec Philippe Coulet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste et spécialiste de l'immobilier chez Trends Tendance. À vos côtés, Olivier Vercreuz, bonjour. Bonjour. Vous êtes agent immobilier et vous êtes spécialisé sur un pays, l'Espagne. On verra ça plus tard, mais avant de lancer cette discussion, eh bien, on va regarder plus en détail les chiffres. En Belgique, tout d'abord, 183 300 Belges ont une résidence secondaire. En 2008, ils étaient 170 000 et si on remonte à 2002, eh bien, ils étaient seulement 133 000. Vous voyez, l'augmentation a été importante. À l'étranger, les chiffres également sont en augmentation. 2011, 51 958 logements déclarés. C'est plus de 4 000 de plus qu'en 2010. Alors Philippe Coulet, une belle augmentation, on le voit aussi bien à l'étranger qu'en Belgique et tout cela depuis le début de la crise. On a l'impression que cette crise, elle a eu un effet finalement de boost sur les achats immobiliers. L'une des raisons, c'est peut-être que le taux d'intérêt à la banque, il est assez faible. Évidemment, oui. Et puis il y a des opportunistes qui profitent des crises et des gens qui vendent des biens sur ces marchés spéculatifs, oui. Qu'est-ce que ça peut rapporter de mettre de l'argent simplement à la banque et combien en plus est-ce qu'on peut espérer quand on fait un bon placement immobilier? Alors là, c'est une question très large, hein. Ça dépend vraiment de l'endroit, ça dépend des relations qu'on a sur place pour gérer son bien, des urgences, des retournements de situation, hein. Ceux qui ont investi en Floride il y a 4 ans ont déjà pris une solide part de bénéfices sur les petits biens, par exemple, qui sont loués. On parle de plus 100%, sur les gros biens, on parlait de 25%. Oui. Donc il y a vraiment des plus-values terribles quand on fait un bon coup, mais il y en a aussi qui ne racontent pas leur histoire et qui ont perdu dans l'autre sens. Olivier Vercreuz, alors vous êtes spécialisé sur les biens en Espagne. Alors l'Espagne, c'est un pays qui a vécu la crise de plein fouet, mais le malheur des uns fait parfois le bonheur des autres, c'est-à-dire que beaucoup de logements se sont trouvés à des prix bradés. Pour quelles raisons ? Mais donc la bulle immobilière a vraiment éclaté en fait en Espagne en 2008. On considère actuellement qu'il y a 1 million de biens à vendre en Espagne. Et donc, sur des marchés comme la Costa Blanca ou la Costa del Sol, on a eu des baisses de prix de 30 à 50%, voire sur certains biens, 70%. Certains promoteurs ont fait faillite et en fait, les banques ont saisi leurs biens et revendent vraiment à perte. Philippe Coulet, quels sont les pays qui ont le plus profité finalement de cet attrait parce qu'ils étaient en crise et qui ont vu le plus d'investisseurs étrangers arriver chez eux? Alors on peut dire franchement l'Espagne, bien sûr. Si c'est pour nous, hein, à partir du focus belge, on peut dire l'Espagne, on peut dire les États-Unis. Massivement sur 2 segments de marché, la seconde résidence pour l'occuper et l'investissement pur et dur pour rentabiliser avec un rendement locatif où ça a très très bien fonctionné dans des villes comme Denver ou des villes en faillite ou pratiquement en faillite aux États-Unis pendant la crise. La Grèce? La Grèce, pas encore. Bizarrement, les biens n'ont guère baissé et c'est pas vraiment le premier marché des Belges qui sont plus Costa Blanca, Costa Brava, comme on vient de le dire, où certains États, par exemple comme le Portugal ou le Maroc, a des systèmes fiscaux qui sont vraiment très très intéressants pour les retraités où moyennant investissement dans les murs, on a toute une série de charges fiscales qui tombent. Alors on va revenir justement sur tous ces avantages fiscaux et avant cela, eh bien, on va écouter une propriétaire concernée par cette situation parce que beaucoup de propriétaires ont un bien immobilier à l'étranger. C'est à la fois pour eux un plaisir et une résidence secondaire pour les vacances, donc, mais également un placement. On va écouter ce témoignage d'une Belge qui a acheté dans le sud de la France. Elle nous explique comment elle essaie de rentabiliser cet achat. Ce sont des images de Samuel Lerat. On loue de juin à septembre, les bonnes périodes, quoi, où il y a le soleil, où il y a tout ce qu'il faut pour passer de bonnes vacances. Disons que ça ne paye pas l'emprunt, parce qu'il y a quand même un emprunt derrière. Il y a quand même les charges aussi, tout ce qui est la piscine, les frais de la maison. Mais disons que ça nous aide quand même pas mal, quoi. Je veux dire, mais bon, ça ne paye pas tous les frais qu'on a sur l'année, en fait, quoi. Mais bon, ça nous aide bien, très bien même, quoi. J'ai réfléchi en se disant, bon, il y a des mois qu'on a un peu plus dur que d'autres, mais bon, je veux dire, on se rend compte que, bon, de toute façon, l'argent qu'on aurait, si on le placera en banque, on aurait beaucoup moins d'intérêt.
Alors Olivier Voorkruijs, la rentabilité, évidemment, c'est une chose qui intéresse beaucoup les gens qui viennent vous voir pour acheter. Quelle rentabilité est-ce qu'on peut, quel return, en termes clairs, est-ce qu'on peut obtenir quand on va investir en Espagne ? Je pense qu'il y a une rentabilité à court terme qui s'effectue par la location. Le retour de nos clients, c'est que les gens qui ne louent pas forcément intensivement louent plus ou moins 10 semaines par an et on a plus ou moins un return de 5%. Maintenant, on a des gens qui font vraiment la location intensive. Maintenant, les gens qui promettent des returns très très importants, c'est toujours aléatoire. Après, il y a le return à long terme, puisqu'on est au plus bas dans les prix, et donc on peut espérer une plus-value assez importante dans 10 à 15 ans quand le marché immobilier se sera redressé. Alors évidemment, pour obtenir plus d'argent, ce qu'il faut, c'est louer à certaines périodes. On entendait ces dames dire « moi je loue tout l'été ». Effectivement, parce qu'en juillet-août, notamment juin, juillet, août, septembre, les gens sont plus en vacances et veulent partir. Les loyers sont plus élevés aussi. Et les loyers sont plus élevés, donc on loue à la semaine. Un appartement de 100 000 € en Espagne, vous allez louer ça à la mer 500 à 600 € par semaine pendant la période de juillet-août. Donc c'est là où c'est le plus intéressant de louer. Philippe Poulet, quand on entend les gens qui ont investi à l'étranger ou quand on parle de pays comme l'Espagne, on a l'impression parfois que c'est plus intéressant que d'investir à la côte, en Belgique. On entend souvent les propriétaires se plaindre de ce que ça peut coûter d'avoir un appartement à la côte. Oui, moi je dirais que plus on s'éloigne en tout cas de son endroit de domiciliation, plus il y a des risques. Il faut vraiment un intermédiaire qui gère votre bien. Il faut connaître les paramètres de retour du marché. On vient de voir Sharm el-Sheikh dans le lancement du journal. Si vous achetez un bien même bradé en Égypte et puis que pour des problèmes politiques ou conjoncturels, ce bien il est inaccessible, vous êtes le bec dans l'eau pendant quelques années. Donc il faut vraiment faire attention à toute une série de paramètres. Et le jardin historique de la seconde résidence du Belge moyen, c'était la côte belge et les Ardennes pour les Flamands et pour les Hollandais. Alors à la côte, les logements n'ont pas vraiment diminué, le prix n'a pas vraiment diminué. Est-ce que ça reste intéressant d'investir là-bas ou pas ? Certains biens ont diminué, mais ils avaient pris une plus-value extraordinaire les 20 dernières années. Un appartement basique à Middelkerk, il est déprécié. Mais il y a d'autres biens au Macnock qui, si on les a achetés bon marché, ont vu leur prix tripler, quintupler. Donc voilà, tout est relatif sur la longueur. Maintenant, c'est vrai que pour le moment, la location à la mer subit la concurrence, notamment de l'Espagne bradée. Alors tout de suite, on va mettre le cap sur la Floride. Après la crise immobilière, de nombreux Européens et de nombreux Belges ont profité de l'effondrement des prix. Ils ont investi dans cet État américain. Des maisons saisies et vendues par les banques à prix cassé. Koen Roelens nous attend à Cape Coral, en Floride. Bonjour Koen Roelens. Bonjour Vanessa, comment ça va? Ça va bien, merci. Alors vous êtes agent immobilier, Koen. Pas mal de Belges sont venus investir chez vous aux États-Unis et principalement en Floride. Correct. Ici, les dernières 5 années, on a vu 40-50 familles investir à cause de crash de marché. Il y avait des opportunités de prix. Donc, la Floride est très populaire. Maintenant, il y a même des vols directs à Miami. Donc, le sud-ouest ici, la Floride, c'est plus européen et c'est vraiment intéressant pour des investissements aussi. Alors, les prix ont remonté déjà aujourd'hui. Est-ce que le rendement est toujours aussi intéressant que celui qu'on pouvait espérer, par exemple, il y a 4 ans? Maintenant, les 2 dernières années, les prix ont remonté. Donc, c'est un peu plus cher en ce moment. Avant, c'était facile de trouver une maison pour 100 000 $. Maintenant, le prix est remonté. C'est plus ou moins 120 125 000 $. Mais encore très intéressant. Qu'est-ce qu'on peut espérer comme retour? C'est de l'ordre de combien de pourcents? À long terme, les maisons comme ça ont un retour de 8 à 10% en ce moment. Ce sont des belles maisons, hein. Évidemment, ce sont des maisons qu'on achète aussi pour y aller, pour passer des vacances. On a découvert des images qu'on avait tournées pour l'émission Coûte que coûte il y a 1 an quand on était venu vous voir en Floride. Est-ce qu'aujourd'hui, les gens investissent encore pour le plaisir d'investir ou est-ce qu'ils investissent aussi et surtout parce que c'est plus cher pour eux et pour peut-être un jour se retirer là-bas en retraite? De plus en plus des maisons de vacationnels. En ce moment, les gens adorent pour investissement, mais en même chose, c'est une maison pour y aller.
Donc, juillet, août, sont les gens avec les familles viennent à la Floride et le reste du temps, c'est loué, quoi. Est-ce qu'on peut rassurer les investisseurs? Est-ce qu'il y a des risques quand on investit là-bas et qu'on doit faire gérer son bien? À quoi est-ce qu'il faut faire attention? Avec qui est-ce qu'il ne faut pas prendre le risque de traiter? En ce moment, le marché en remonte, donc le risque en ce moment, c'est un peu moins. Mais je crois que c'est très, très important de trouver des gens qui ont l'expérience pour location. L'occasion et aussi la gérance du bien. Je crois que ça, c'est très, très important. Merci beaucoup, Koen Roelens, de vous être levé plus tôt parce qu'en Floride, la journée ne fait que commencer. Merci d'avoir été là pour les téléspectateurs d'RTL+. Au revoir. Alors, Philippe Coulet, on entendait les États-Unis, ça a présenté pas mal d'attraits à un moment. Ça a vraiment été parfois des appartements autour de 40 000 euros. 40 50 000 euros, c'était tout à fait possible. Et beaucoup de Belges sont allés investir là-bas. Est-ce que ça s'est toujours bien passé? C'était irrésistible au niveau des prix. Il y avait deux gros risques. Comme Koen l'a dit, c'est le gestionnaire sur place. Il faut qu'il soit fiable et pas qu'il vous raconte qu'il a fallu changer la chaudière et tondre 10 fois la pelouse alors qu'il ne l'a pas fait. Et deuxièmement, il y a toutes les règles juridiques et légales du marché. Il fallait venir avec du cash pur, pas d'emprunt, et il fallait vraiment avoir un intermédiaire fiable. Et sur certains marchés opportunistes, il y a quand même quelques risques à aller trop vite. Le Belge croit que trop souvent que ça se passe devant notaire comme ici, ce qui n'est pas du tout le cas dans la plupart des pays des secondes résidences. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Même en Espagne, je crois que mon voisin vous le dira. Quel conseil est-ce qu'on peut donner? Est-ce qu'on peut dire prioritairement de traiter avec des gens qui parlent une langue qu'on comprend? Est-ce qu'on peut donner aussi peut-être le conseil d'acheter chez des gens qui ont déjà un gros portefeuille immobilier? Comment est-ce qu'on peut vérifier ça? Alors moi je dirais que d'abord il faut voir si on a subjectivement des affinités sélectives avec le pays. Une épouse, une conjointe, une connaissance, un frère, une sœur sur place. Donc si on a directement une liaison avec le pays, c'est déjà un bon argument. Maintenant, si on n'a aucun contact avec ce pays, il faut vraiment des paramètres très objectivables. Et le premier, c'est l'intermédiaire pour acheter et pour entretenir. Je dirais même dans l'ordre pour entretenir et pour acheter. Si on a... Pardon, pardon. C'est moi, je pensais que vous aviez terminé. Voilà. Olivier Voorkruijs, quand on entretient, justement, Philippe Coulet disait, c'est important de vérifier ça, cet entretien. Il y a beaucoup de choses à voir. Il y a des détails comme les assurances. Il y a des contrats à établir. Combien est-ce que ça peut coûter tout ça à quelqu'un qui voudrait mettre un bien en location en passant par... J'imagine que vous faites aussi le service de location. Bien sûr, on est intermédiaire pour la vente, mais derrière, on fait tous les services, que ce soit de la gestion de clés, du nettoyage, aller chercher les gens à l'aéroport, etc. Et donc, c'est très variable en fonction de l'intensité. Quelqu'un qui loue 30 semaines par an ou quelqu'un qui loue 3 semaines par an, mais il va payer à la semaine. Ce que M. Coulet dit est très important. Je pense que la chose la primordiale, c'est que l'intermédiaire soit, en tout cas en Belgique par exemple, agréé par l'Institut des professionnels de l'immobilier. C'est gage d'un sérieux et évidemment, il faut que les sociétés aient de l'expérience, etc. Parce qu'en Espagne, il y a des gens qui se sont fait arnaquer, des permis d'urbanisme par exemple qui étaient absolument inexistants. On allait construire juste en face, ils avaient une belle vue sur mer et puis finalement on allait construire un immeuble juste devant et ils avaient vue sur un mur. Donc il faut simplement traiter avec des gens sérieux. On n'achète pas une paire de chaussures. Donc il faut faire regarder attention. aussi les raccordements à l'égout, etc. Tout ça, parce que parfois on n'y fait pas attention. Moi, je connais des gens qui ont acheté là-bas sans intermédiaire et pas de raccordement à l'électricité, par exemple. Donc vous voyez, ou pas de raccordement à l'eau. Donc il faut faire attention. C'est vraiment. Faut tester avant d'acheter presque. Oui, ça, c'est pas toujours possible, malheureusement. Alors, Philippe Coulet, il y a quand même un gros pari quand on investit. Alors d'abord, il y a est-ce que les prix vont remonter ou pas? Et ça semble être un pari essentiel. Et on n'a pas vraiment beaucoup de données pour pouvoir établir ça. Il y a quand même des paramètres rationnels. Il était sûr qu'en Floride, ça allait remonter. Ah ben ça ne pouvait pas tomber plus bas en même temps. Exactement. Et quand on apporte du cash surtout et qu'il n'y a pas d'emprunt derrière. Donc il y en a qui ont vraiment fait une jolie plus-value là-bas et qui ont appelé leurs copains pour la faire. Voilà. Maintenant, il faut céder son bien quand on l'a acheté. Souvent, on a une relation affective avec le bien, comme la dame que vous avez interrogée l'a dit. Donc s'il faut revendre son bien au bout de 3 ans, c'est vraiment une pure opération financière et ce n'est plus un achat pur d'une seconde résidence. Olivier Voorkruijs, il y a des pays aujourd'hui comme la Grèce et comme le Portugal qui connaissent exactement la même expansion que ce que l'Espagne a pu connaître. Le Portugal, ça semble être intéressant et attirer pas mal de Belges. Alors le Portugal commence à attirer pas mal de Belges, notamment aussi au niveau de la fiscalité pour les pensionnés. Maintenant, je dirais que les prix ont moins diminué comparativement à l'Espagne.
Mais c'est vrai que le Portugal, bon, on est sur l'Atlantique, mais attire également pas mal de Belges. Je pense qu'il y a On peut aussi... avoir une maison en bord de mer, par exemple, pour combien là au Portugal? Alors, Pour rêver un peu là. Ça va dépendre. En Espagne, on va être à 160, 170 000 euros en bord de mer. Dans une station balnéaire? Non, dans une petite station balnéaire, station. on va être à 160, 170 000 euros avec une maison à la mer. Maintenant, au Portugal, on va être plus vers 250, 300 000 euros. Je pense qu'il y a une dimension essentielle également, outre la rentabilité. Nous, on constate qu'il y a beaucoup de gens qui se font plaisir. L'achat d'une résidence secondaire, c'est un investissement financier, mais on peut également en profiter avec sa famille et ses amis. Et en temps de crise, en fait, la plupart de nos clients reviennent avec cette notion-là. Mais quel est le profil des gens qui investissent? Est-ce que ce sont des jeunes ou bien est-ce que ce sont des personnes un peu plus âgées qui déjà assurent leur avenir? La plupart de nos clients entre 35 et 70 ans, on a différents profils. C'est vaste quand même. Voilà, des gens qui veulent en profiter avec leur famille et qui se disent que c'est pour leurs enfants et que c'est un placement puisqu'ils n'ont plus confiance dans les banques, ils se disent voilà j'investis dans la brique. D'autres, une nouvelle catégorie, ce sont des pensionnés qui finalement vivent mieux en Espagne qu'en Belgique. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de chauffage, parce que les taxes sont plus intéressantes et finalement le coût de la vie est moins cher. Un exemple, on peut faire pour un resto entrée plat dessert avec des boissons pour moins de 10 euros. Ici en Belgique, c'est pas possible. Donc il y a une nouvelle catégorie de clients en fait qui arrive. Ça donne presque envie d'y aller en fait. C'est juste une question d'argent après. Alors il y a effectivement une question d'argent, mais il y a aussi des choses qui sont plus réfléchies parfois. Il y a au-delà des loyers qu'on peut en retirer, il y a certains avantages. On en parlait tout à l'heure, notamment sur le plan des avantages pour les personnes qui sont retraitées. Oui, bon, les arts ne montent pas jusqu'au ciel, mais quand on prend tous les paramètres de marché en compte, notamment des accords de fiscalité entre deux pays, par exemple, Maroc, Belgique ou Belgique, Portugal ou que sais-je, on arrive à avoir un rendement qui est relativement intéressant et qui n'est pas trop spéculatif. On peut se dire qu'il n'y aura pas de retournement, c'est pas trop loin, c'est pas trop risqué comme zone et il n'y aura pas de retournement qui va m'apporter une très mauvaise nouvelle alors que je voulais que ce soit un rendement familial sur la longueur pour y emmener mes petits-enfants. Il y a des endroits où vraiment les taxes sont plus intéressantes qu'en Belgique. L'avantage, c'est qu'on ne va pas payer les taxes et les impôts ici en Belgique quand on déclare le bien. En fait, si on reste dans l'Union européenne, il n'y a pas de double imposition. Donc, effectivement, si on va en Espagne ou au Portugal, la fiscalité est plus intéressante qu'en Belgique et il n'y a absolument pas de risque que cela change. En France, par contre, la fiscalité est moins intéressante. Oui, mais là, la France, justement, alors elle, ça a été l'effet inverse. Avec le gouvernement Hollande, elle a vu un petit peu les Belges se retirer du marché. Beaucoup. On parle d'un marché de la seconde résidence en France qui a été complètement plombé depuis 2 ans et ça se redresse très très peu pour le moment, vu la nouvelle charge fiscale qui a été mise en place par les nouveaux gouvernements et Sarkozy, la fin de Sarkozy et François Hollande. Après, on a un petit peu rectifié le tir, mais on a quand même cassé la confiance des consommateurs sur place. Pour revenir sur ces impôts que l'on paye évidemment sur les résidences secondaires, on en paye en Belgique aussi, des impôts quand on a une résidence secondaire. On paye aussi une taxe de résidence secondaire et cette taxe de résidence secondaire, elle peut parfois être assez élevée. Elle peut, et on a vu à la côte, par exemple, que certaines communes avaient une rage taxatoire sur les résidences secondaires l'année passée. Elles ont fait machine arrière parce que la prise de décision a été jugée illégale. Mais on voit qu'il y a des velléités en tous sens. On doit chercher de l'argent. Les États sont demandeurs de nouvelles rentrées et c'est évidemment une cible facile. Est-ce qu'on paye ce genre de taxes quand on est à l'étranger ? Si jamais on achète en Espagne, par exemple, un appartement de 100 000 euros, ça vous coûte 300 euros par an. Tout compris en fait en termes de taxes, donc c'est beaucoup plus avantageux qu'en Belgique si on compare ne fût-ce que le précompte immobilier. En Espagne, on arrive avec du cash ou on peut arriver avec de l'argent qu'on emprunte à la banque? La plupart de nos clients, enfin, soit viennent avec du cash, mais il y en a beaucoup qui empruntent en Belgique et donc en fait ils mettent leur bien en garantie puisque la banque belge ne prend pas hypothèque sur le bien en Espagne, mais il y en a beaucoup qui font des emprunts. D'accord, merci à tous les deux pour toutes ces précisions et prudence. Donc si vous comptez acheter, vérifiez bien toutes les clauses avant de signer.